Shavua Tov. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans Makom Kadosh, mon ami Rabbi Shmuel. Shavua Tov. Je souhaite la bienvenue. Que ce cours soit le Nishmat, le 11 mars aujourd'hui, là, donc le Niftar. Et que ce soit un scout pour nous tous, plus rattaché. Il y a un papa, il rentre dans la chambre des enfants. Parce qu'il entend des cris, des hurlements. Mais c'est quoi ces cris? Papa, on est en train de jouer. Mais pourquoi ces cris? Pourquoi ces coups? Papa, on est en train de jouer. Mais c'est quoi ces jeux-là? Hein? Ces hurlements, c'est... Il est en train de nous taper dessus, de crier. Papa, on joue. À quoi vous jouez? Papa, on joue à papa et à maman. Voilà, le décor est posé, l'éducation parallèle. Alors chez les non-juifs, vous savez, il y avait un grand compositeur. Il s'appelait Tchaïkovski. Il a composé deux ouvrages magistraux. Le premier, c'est Le lac des cygnes. Le lac des cygnes. Deuxième, Casse-noisette. Casse-noisette. Le premier, le lac des cygnes, c'était avant le mariage. Le deuxième, Casse-noisette, c'était après le mariage. Voilà, j'espère que le message est... Non, pas encore. Alors c'est toujours pas encore assez clair. Il y a un moré, un instituteur, il demande à ses élèves, dites-moi, pour un juif, c'est quoi le plus important? Alors il y a un gosse, il fait la Torah. La Torah. Ah. Deuxième, il fait, mais non, le plus important c'est la Emouna. La Emouna. Troisième, il fait la DAF. Pas le DAF, la DAF. Après, il a... Student. La DAFina. Mais c'est quoi la DAFina? La Torah, la DAFina, mais ça n'a rien à voir. Pourquoi tu dis ça? L'enfant, il dit, regardez, chaque semaine, Moré, vous enseignez un très beau sur Parashat Shavua. J'écris, j'arrive à table, je raconte à mon père, à ma mère. Mon père, il écoute, il pose des questions. Puis tout d'un coup, ma maman, elle amène la DAF. Et elle sert mon père, il plonge sa tête dans la DAFina. Il cherche comme ça, vous savez, le... Ah. Et je peux parler, plus rien n'intéresse. Sans dans la confusion, qu'est-ce qui est plus important, la Torah, la DAF? La DAF. Ah. L'éducation parallèle. Éducation parallèle. Savoir que c'est le même tarif, c'est tarif Shabbat, devant, derrière. Tarif Shabbat. La NASA, là, je vois que les... Très beau. Vous aurez ce que vous êtes. Ce que vous êtes. Vos enfants vous voient, vous scrutent. Vous aurez vos enfants copient conformes à ce que vous êtes. Vos enfants feront non pas ce que vous leur dites de faire, mais ce que vous faites vous-même. Je prends un exemple concret. Vous allez à la synagogue. Le papa, il veut donner un exemple. Il veut, quand l'enfant devienne un adulte, que l'enfant prie avec conviction, qu'il ne parle pas. Le papa qui tient son fils à côté de lui, à la synagogue. Dans la halakha, il ne faudrait pas que son fils
prie à côté du père. C'est une halakha, je prends un autre. Je ne rentre pas dans le problème halakha. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un père, il tient son fils à côté du banc de fila? Vous entendez à côté. Derrière le fils. Qu'est-ce qu'il apprend le fils? Papa, il ne prie pas. Il surveille la prière du fils. Il prie, mais il ne prie pas. Qu'est-ce qu'il donne comme éducation? On ne va pas à la synagogue pour prier. On va à la synagogue pour surveiller la prière du fils. Mais papa ne prie pas. Il va se concentrer. Da, il fait mieux à ta'amed. Lorsqu'on prie, il faut se déconnecter. Il faut se déconnecter de toute source de perturbation. On prie à Dieu. On s'occupe de l'éducation de l'enfant. Si vraiment vous voulez vous occuper de l'éducation de l'enfant, priez le matin au premier nian, honnête, c'est après. Mais je vous déconseille fortement. Vous voulez que votre enfant prie comme il faut lorsqu'il sera grand? Mettez-le à distance. Priez-vous avec ferveur, avec conviction. Ne soyez pas tout le temps derrière lui. Ne soyez pas du tout derrière lui. Il va vous voir. Si vous voit prier comme il faut, il priera comme il faut. Mais si vous voit faire tout le temps le surveillant, est-ce que le message est clair? Non, je vais arrêter le cours. Je vais vous dire pourquoi j'ai arrêté le cours. Parce que lorsque je parle de chinois d'éducation, j'ai l'impression de perdre mon temps en France. J'ai l'impression de perdre mon temps. Pourquoi je perds mon temps? Parce que tout ce que je vous dis ne sert à rien. Allez. Pourquoi ça ne sert à rien? Parce que tant vous avez dans vos mains, dans vos poches, cet appareil destructeur, infernal, le summum de l'immoralité, tout ça ne sert à rien. À rien. Que les choses soient très claires. Je ne veux pas qu'il y ait quiproquo. Ma bouteille, je ne joue pas très clairement. Vous savez, Dreyfus, parce qu'il vient, je ne suis pas français. Je suis né au Brésil. Mes parents sont d'Allemagne, je parle avec mon père en allemand. Moi, j'appelle les choses par leur nom. C'est en France. Parce que les gens vous parlent. On dit quelqu'un il est fatigué. On ne sait pas s'il a mal dormi ou il est en respiration assistée parce qu'il a un cancer, il est en train de mourir. Il est un peu fatigué, on ne sait pas ce que ça veut dire. Moi, je vous dis les choses clairement. Vous voyez ce genre d'appareil, vous voyez, hein? Le smartphone. Vos enfants, c'est du high risk. C'est pas moi qui vous le dis, c'est tous les données Israël. De toutes les obédiences. Dis pas Dreyfus et Ashkenaz. Il vient de Mebrak, Rav Ovadia il permet. Pour Rav Ovadia, c'était Taref. J'ai un petit enfant, Rabbi Yitzhak Yosef. Il fait chez moi, il a fait chez moi, il a appris chez moi. Vous savez combien Rav Ovadia était contre ça? Ah, les gens, ils ont tous le truc. Que les choses soient claires. Je ne suis pas un flic. Je ne prends pas d'argent pour mes cours. Ce qui me permet de vous dire toutes les vérités. Je vous l'ai dit. Je ne ramasse pas de fonds non plus. Je ne cherche pas. Je ne suis pas démagogue. Je vous dis ce que vous devez entendre. Messieurs, mesdames, vous avez des enfants. Lorsque les parents ont un smartphone, vos enfants sont en high risk. Pourquoi? C'est le bon sens. Mesdames, combien de temps vous passez par jour sur What's Down? Pas le WhatsApp, What's Down. Combien? Alors je ne sais pas. Je peux vous dire ce que... J'ai fait un cours à des étudiantes en faculté. Donc, en cours, elles sortent de la WhatsApp. Elles m'ont dit, j'ai failli m'évanouir, elles passent à peu près 10 heures par jour sur le WhatsApp. Une amie m'a dit, je dors dans mon lit avec mon smartphone, pendant le sommeil, j'envoie des WhatsApp. J'ai un élève, il a pris pour un Shabbat une cousine à lui qui n'est pas religieuse encore. Elle a 12 ans. Par respect, elle éteint son smartphone pendant Shabbat. Mouté Shabbat, elle a ouvert le smartphone. En un Shabbat, il y avait 1200 WhatsApp qui sont arrivés. Et je pensais qu'un enfant peut grandir sainement avec 1200 WhatsApp en 24 heures? Oui ou non? On va être franc. C'est stupide. C'est pas de la religion, c'est du bon sens.
Maintenant, nous les hommes, hein? Nous les hommes. On dit tous les jours, 2 fois par jour, Motatour Wachel. 91% des connexions Internet sont sur des sites de pornographie. J'appelle les choses clairement parlant, que les choses soient claires. 91%. Lorsqu'un homme me dit, moi je ne regarde pas, il y a 2 possibilités. Soit c'est un gros menteur, soit il a un problème psychiatrique, mais grave. אין אפוטרופוס לעריות. אין. אין אפוטרופוס לעריות. Un homme n'est pas capable de surmonter ces pulsions qu'il y a devant l'obscénité. On appelle ça par le nom. On appelle ça... Et un homme, vous avez des parents. Vous avez 13 ans, vous avez 14 ans. Ne me dites pas que ça attire pas un garçon. Des gosses, ils sont détruits à vie parce que je dois m'en occuper, vous les retaper. Ils ne se lèvent pas de leur lit, ils restent couchés, ils ne vont plus à l'école, ils ne veulent pas travailler, ils font rien. Des épaves. Les uns après les autres. À quelle heure ça commence? Ce Shabbat, j'ai passé Shabbat à la Valois. Il y a une mère qui a commencé à me pleurer. Elle me dit, qu'est-ce que je fais? J'ai mon gosse d'1 an et demi. Tant qu'on ne lui donne pas un petit écran, il n'est pas tranquille. Il pleure, il braille. À 1 an et demi. Des parents m'ont consulté. Pour que le bébé d'1 an mange, ils lui mettaient des dessins animés. Shabbat, il ne veut plus manger. Je comprends à partir de quel âge ça commence. Alors, dites-moi, est-ce que j'ai de quoi continuer le cours ou pas? Parce que si c'est pour aller de chilour, je perds mon temps. Ça ne sert à rien. Mais je veux, encore une fois, en âme de conscience, je vous informe. Ne dites pas, on ne vous l'a pas dit. Dans 10 ans, dans 20 ans, lorsque vous allez vous retrouver face à une épave, j'espère me tromper. Je ne veux pas être l'histoire paix, grâce au shalom. Rappelez-vous, Dreyfus est venu, il nous a fait l'affaire, Dreyfus. Est-ce que c'est clair? Les femmes, hein, c'est sympa, votre femme tout le temps sur son WhatsApp, vous lui parlez, oui, je t'écoute, hein, c'est sympa. Tout le temps. Et il y a pire que WhatsApp. Les applications bien pires que ça. Tous les gdolés d'Israël, tous. Alors vous allez me dire, Dreyfus, vous êtes un Nebrak. Dans ma sacoche, j'ai un ordinateur, un pro, un super ordinateur. Il coûte très cher, parce que dans l'avion, partout où je travaille, je prépare des chiots dessus. Mais lorsque je l'ai acheté, j'ai demandé au technicien de m'enlever la Wi-Fi. Je ne sais pas comment on va sur Internet, je ne sais pas comment ça marche. Sur mon ordinateur, je n'ai pas de Wi-Fi. C'est un portable, vous savez, avec estampille, cachère. Vous voyez, comme au Moyen-Âge, Antiquité, vous savez, l'appareil sans. On peut se téléphoner, ça marche. Le reste, il n'y a pas. Je me protège. Si j'avais Internet, je ne serais pas en train de faire. Je ne sais pas si j'aurais encore une barre. Sur une barre, ça aurait été un déguisement. Un peu plus derrière. Un homme n'est pas capable de résister à cette mission. Marqué Gezel variot nafshan shadam khamdatan. Une attirance très forte là-dessus. Messieurs, mesdames, je vous regarde dans le droit de vos yeux. Si vous pensez vraiment entre hommes, vous pensez vraiment qu'un garçon qui a 13 ans, 14 ans, il voit des scènes d'une obscénité, d'une violence, il n'y a pas de mots, et si vous pensez vraiment qu'il peut devenir un adulte sain d'esprit, franchement, demandez, aujourd'hui c'est un fléau. Demandez à tous les médecins, tous les psychiatres. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je suis conscient qu'au XXe siècle, à Paris, vivre sans smartphone, c'est difficile. Je ne suis pas en train de dire que c'est la facilité. Mais si vous saviez, je pourrais jusqu'à demain matin pleurer sur les drames humains, les épaves qu'on doit envoyer dans des cliniques de psychiatrie, il y a des psychiatres spécialisés pour les retaper. Si vous saviez le temps et les pleurs que ça a, les enfants qui sont détruits à vie.
J'ai eu une réunion jeudi soir à l'école rabbinique. Le Rav Guggenheim, le grand rabbin de Paris, M. Joël Merry, président du consistoire, la rabbine Citruk, et d'autres personnalités importantes, parce qu'aujourd'hui, en région parisienne, il y a entre 700 et 800 mariages par an et 400 divorces. Un couple sur deux qui se marie aujourd'hui divorce. Pourquoi? Un homme qui a le mariage avec les idées qu'il a dans la tête, les images qu'il a dans la tête, il ne peut pas être un mari normal. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne divorcent pas vivent bien. Un couple sur deux, c'est vérifié. Un couple sur deux divorce aujourd'hui. C'est beau, hein? Alors, et vous savez que j'ai raison. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux? Souffrir? Vous savez ce que c'est la souffrance d'un divorce? C'est atroce. C'est atroce, c'est une destruction à vie, parfois, pour l'éternité, des enfants qui voient ce que c'est qu'un divorce, qui vivent un divorce. On a une responsabilité, on a des enfants sur terre, pourquoi? Pour en faire des malades sociaux. Ce sont des statistiques, vous vérifiez. Jeudi soir, j'étais à l'école rabbinique, il y avait une réunion, comme ça, des personnes importantes, parce que c'est dramatique. C'est dramatique. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans, il y a 20 ans. À Bataille, je suis clair. Le Shalom Bayit, c'est pas un coup de baguette magique. Une fois, un monsieur, il est arrivé chez le Stipler, Rav Kanievski, il me dit, Rabbi, moi et ma femme, on se dispute jamais. Ah ben, pourquoi? Vous habitez deux adresses différentes? Bon, il y a un travail à faire sur le Shalom Bayit. Mais lorsqu'un homme arrive au mariage avec en tête ce qu'il a vu, il peut être un homme normal. Et vous me comprenez très bien. Alors, l'idéal, en sortant de ce cours, vous avez une bouche d'égout. Je vous garantis, vous vivrez mieux. C'est l'idéal. Vous n'êtes pas capable de faire ce geste, mettez au moins un filtre sérieux sur votre portable. Il y a des systèmes qui s'appellent TAG, T-A-G, qui permet de se protéger relativement. C'est pas top. Ça permet un certain degré de protection. TAG, T-A-G. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, question de bon sens. Vous rentrez à la maison le soir, éteignez, vous mettez en prison au vol, au smartphone. Mais si vous n'êtes pas un esclave de votre patron ni de vos clients, maintenant vous n'êtes pas un esclave de vos belles-sœurs et de votre famille. Et la force pour votre shalom, pour votre couple, faites un accord. Tout le monde est console d'entrer à l'appartement, met son appareil en position vol. On se retrouve. C'est du bon sens. Voilà, donc j'ai terminé parce que... À quoi sert de continuer? À quoi sert de continuer? À quoi ça sert tant que... Ah, Dreyfus, ah, c'est un martien. Voilà. C'est dramatique. Je ne sais pas si vous réalisez la gravité de la chose. Le Mashiach, il a la porte. Il y aura une sélection. Il y aura une sélection. Il y aura un bureau. Lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, ils ne sont pas tous sortis d'Égypte. D'après la meilleure version, 4 sur 5 sont morts là-bas. 1 sur 4, Ramouchim. 1 sur 5 est sorti. Il y a une version qui dit 1 sur 50, une version qui dit 1 sur 500, 3 petits points. Et si vous croyez qu'il suffit de manger, faire Shabbat, manger kasher, il y aura un bureau. Il y aura un bureau. Celui qui écoute ce que c'est Daf Torah. On a un souci, on demande à Rav Kanievski, d'accord? Qu'est-ce qu'il dit Rav Kanievski? Il y a un règlement avant. Il y a un règlement avant. C'est qu'il veut un rayot. Le Mashiach va venir. Moi, je voudrais avertir. Bon. Alors, si vous restez encore assis, c'est que vous avez compris le message. Je vais peut-être faire passer une corbeille à la fin du cours pour récupérer les smartphones et balancer moi. Je vous garantis, vous irez mieux. Un petit peu continuer quand même. Il faut
pour ceux qui j'aime. Sans ça, c'est une perte de temps, vous perdez votre temps. Si vous restez ici, c'est qu'il y a un accord tacite. Hein, vous avez compris le message. Le minimum, c'est mettre tag, un filtre qui vous protège. C'est pas parfait. Je ne le vois pas, mais c'est un minimum. Qu'est-ce qu'on a jusqu'à présent? L'éducation. Ce que disait le Stapler, c'est 50% d'exemples personnels, 50% de filotes de prière. 50% d'exemples personnels, 50% de prière. C'est-à-dire qu'en fait, tous les messages du genre fais ci, fais ça, que les choses soient claires, je parle de l'adolescence ou la préadolescence. Je ne dis pas qu'un enfant qui a 3 ans est en train de mettre ses doigts dans la prise, on laisse faire, je n'ai pas dit ça. Mais à partir de la préadolescence, notre tâche éducative directe est finie. À partir de quel âge? Et un papa, il m'a appelé. Qu'est-ce que je fais à Dreyfus? Notre élu nous a menacés. Il nous dit, si vous ne faites pas telle et telle chose, je quitte la maison. Je lui ai demandé quel âge elle a. 9 ans. 9 ans. Rahman al-Etzla. 9 ans. Donc, je ne peux pas vous dire à quel âge. Mais comprendre que chaque fois que vous intervenez, vous donnez bonne conscience, vous êtes en train de détruire. L'éducation réussie, c'est un travail sur le long terme. Vouloir contraindre un enfant, un adolescent, à faire quelque chose, c'est de l'anti-éducation. Parce que si contre gré vous le forcez, au lieu de lui faire aimer la Torah, c'est exactement le résultat inverse. Les Rav Dreyfus chez nous, hein? Hein? Ah, c'était pas comme ça. Hein? Mon père, ouais. Le sabbat de Slobotka, il a déjà dit, on sommes une autre génération. Ce qui marchait à l'époque, aujourd'hui, c'est plus comme ça. Chaque fois que vous donnez à un enfant une leçon de morale, une marche à suivre, un reproche, vous êtes en train de créer un fossé avec votre enfant. Je vais l'expliquer. Je prends un exemple. Un papa, il voit son fils qui commence à se laisser aller, les cheveux n'importe comment, le jeans avec des trous. Une maman voit que sa fille commence à s'habiller trop court, trop moulant. Qu'est-ce qu'on fait? La méthode Stapler, on se tait. On se tait. On crie très fort à Hachem. On se tait. Parler ne sert à rien. Au contraire. Alors on va réfléchir ensemble. Je prends l'exemple du papa qui dit à son fils, tu sais, fiston, gentiment, sans élever la voix, pas la dure, tu vois, gentil, gentil, tu sais, mon fils, le coiffeur, ces derniers temps, j'ai vu qu'il n'a pas beaucoup de travail, gentil comme ça, pas agressif, l'allusion, Qu'est-ce qui va se passer dans la tête qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Il y a deux choses. Si le papa va écouter son fils, si le fils va écouter le papa, il va aller chez le coiffeur. Le temps que les cheveux repoussent, il va haïr son père. À cause de mon père, j'ai passé sur la tondeuse à gazon. Je n'ai pas envie de le faire. Et ce qui est fort probable, s'il ne va pas écouter son papa, c'est le papa qui, pendant chaque fois de voir son fils, il n'écoute pas. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Vous savez à quoi ça sert? C'est pas de l'éducation. C'est de la contrainte. Vous ne pouvez pas la force. Mais ça ne sert à rien. Chaque fois que vous imposez quelque chose à un enfant, vous êtes en train de créer un rejet. Ou de construire, vous êtes en train de détruire. Et si vous me suivez,
Vous suivez ou... Parce que, autre phénomène, j'ai un prof de fac, Shabbat, à Levallois, j'ai parlé du smartphone, il m'a dit, donc en fac, c'est des étudiants qui, en fac de mathématiques, c'est un prof de mathématiques, donc c'est des étudiants qui ont un certain niveau. Il m'a dit, pour leur faire passer un message, je lui ai répété 14 fois. Ils sont comme ça, ils ne captent pas. Pourquoi ils ne captent pas? Parce qu'ils sont plus capables de se concentrer. 14 fois, il lui a répété la même chose. Ils sont détruits. Lorsque vous contraignez un enfant, c'est de l'anti-éducation. On apprend à se taire, et avaler sa salive. Donc, écoutez une histoire, parce que je pense qu'elle est édifiante. J'ai un ami, un très bon ami. Lui, c'est un rave sérieux, c'est pas un rigolo comme moi. C'est un rave sérieux à Bnei Brak, un grand rave. Il avait un fils qui tournait mal. C'est pas parce qu'on est un rave qu'on est garanti que les enfants réussissent. Tenue déguisée, les cheveux, là. Non. Et c'est le rave à Bnei Brak. La honte. J'ai vu là son fils, là. Lorsque ce garçon qui, Baruch Hashem, aujourd'hui un Talmid Chacham, s'est fiancé, j'ai entendu ce que le père du Khatan a dit au père de la Kala. Sachez, monsieur, que depuis la bar mitzvah, je n'ai jamais élevé la voix avec mon fils. La fille, après, elle a dit à son papa, mais papa, déjà avant la bar mitzvah, tu n'as pas élevé la voix avec ton fils. Moi, j'étais Mdayek. Il n'a pas dit qu'il ne devait pas élever la voix, il n'a pas élevé. Un papa ordinaire aurait peut-être élevé la voix, lui, il n'a pas élevé la voix. Depuis avant la bar mitzvah. Il a passé des épreuves très difficiles. Comme c'est un ami intime, je peux raconter ce qui se passait à la maison. L'enfant était à la maison. Le soir, il rentrait parfois à 1h du matin, à 1h30 du matin, 2h du matin, 2h30 du matin. Ne croyez pas que les rues de Bnei Brak, la nuit, c'est Kodesh Kodashim. Là, c'est une grande ville, il y a tout là-bas. Des Russes, des Arabes, tout ce que vous voulez. Et qui vous dit que le gosse, il est à Bnei Brak, peut-être qu'il est autre part. Jamais, le papa a fait la moindre remarque avec son fils. Il m'a dit comment est-ce qu'il faisait. À 1h du matin, lorsque le fils n'était pas encore entré, il appelle sur son portable. Ma Sandra, comment ça va? C'est normal, un papa veut se voir. Il dit pas. Le papa n'allait jamais dormir avant que l'enfant rentre à la maison. C'est normal aussi. Il s'endormait sur son pupitre d'études. Lorsque l'enfant rentre à 2h du matin, Shalom, ma Sandra. Jamais il lui a dit, mais tu n'as pas pitié de moi? Tu sais que je dois me lever pour le net? Je ne veux pas donner... Jamais pendant les années. Il n'a jamais dit va te coiffer, va te couper les cheveux. Jamais. Jamais élevé la voix. Il aurait fait, aujourd'hui ça aurait été un voyou, un vagabond, je ne sais pas. Un non-religieux certainement. On dit toujours dans Kriyat Shema, le Samtem et de Braïel al le Vafrem. On met la Torah sur le cœur, pas dans le cœur, mais sur le cœur, en priant Ptach liben metorato. Ptach, que le cœur s'ouvre. Par la force, on ne peut pas faire entrer la Torah. On demande à Hachem qui nous ouvre le cœur à la Torah. Quand le cœur s'ouvrira, la Torah tombera. Si on force, on rejette. Est-ce que vous me suivez? C'est clair pour l'instant? C'est des questions que vous pouvez les poser. On m'a demandé l'adresse des premiers égouts dans la sortie. Je ne connais pas. Il y en a beaucoup à part. Rabotaille. On va continuer.
question. Alors vous dites que c'est avec le silence, mais le silence, c'est parce que l'enfant il va voir comment son père se conduit et tout. Mais des fois, l'enfant, il y a des choses sur lesquelles on doit dire à l'enfant qu'il ne va pas les voir sur le père. Qui doit? Qui ne va pas les voir sur le père. Si maintenant il va voir son père, il prie, alors il va apprendre à prier. Mais des fois, il fréquente des autres personnes qui ne sont pas bien. Des fois, il y a plein de choses que l'enfant il a besoin d'entendre que ce qu'il fait, c'est pas bon. Rabbi Shmuel, waouh, c'est une bonne question. Tu connais, hein, Rabbi Shmuel? Je pose au nom déjà. Rabotaï, c'est une très bonne question, je vais répondre très franchement. L'enfant sait exactement quelles sont les bonnes fréquentations, quelles sont les mauvaises fréquentations. Je ne parle pas d'enfant à 5 ans ou à 7 ans, je parle de l'adolescence après l'adolescence. Vous ne pouvez pas être derrière vos enfants 24 heures sur 24, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous pensez vraiment qu'il sait que... Il sait exactement. Je comprends encore une fois le stress des parents, je le comprends. Je sais que c'est stressant. Mais d'habitude, lorsque lui dit écarte-toi de lui, ça provoque la réaction inverse. On ne peut pas contrôler ses parents, ses enfants. Il sait, mais ce n'est pas les conséquences. Il sait quelles sont les conséquences. Mais donc il faut peut-être lui expliquer les conséquences. On peut lui raconter des histoires, mais pas lui dire des histoires comme ça, je connais un garçon, mais jamais directement. Jamais directement, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ah, raconte-en l'histoire, garçon. Parce que ce que vous devez faire en tant que parent, c'est maintenant choisir un cadre scolaire où les fréquentations sont de qualité. C'est évident que si vous avez vous envoyez vos enfants de l'école avec des smartphones, il y a des écoles à Paris où les smartphones sont interdits. Il faut choisir. Peut-être à l'école, peut-être qu'ils les ont à la maison. Non. Regardez, il y a des écoles à Paris. Comment c'est la rue Riquet? Ils laissent les smartphones aux enfants? Hein? Il laisse pas. Ah, mais elle est déjà là. Mais là, il est à l'extérieur. Au moins, d'abord à l'école, il n'y en a pas. C'est déjà ça. Même chez les Goyim, aujourd'hui, c'est interdit. Non, mais à quel âge? Rabotaille. À la rue Pavé, par exemple, il y a de Mordora, il ne sait pas. Même dans le laïc, c'est interdit. C'est un choix, regardez, je connais pas les écoles, c'est un choix. Il est évident que vous, les parents, de nouveau, il faut faire un choix où envoyer vos enfants. Alors, je veux dire, il y a quand même la question de Rabbi Shmuel, elle mérite une réponse un peu plus détaillée. Quels sont il y a des moments où on va se taire. Je vais raconter une histoire. J'ai mis SOS Éducation. Une maman m'appelle. Elle a un adolescent qui a, je sais pas, 19 ans. Il a demandé à ses parents de l'argent pour faire le permis moto. Les parents lui ont dit, on n'a pas d'argent. C'est la vérité, ils n'ont pas d'argent. L'adolescent est rentré dans une fureur folle. Il a commencé à mettre des coups de pied dans les murs, à maudire. Un gaffe, en passant. 2 semaines après, en parlant avec le père, j'ai entendu le père maudire, j'ai compris que le fils avait maudire tellement. J'ai entendu le père maudire. Cet enfant a dit Tamé, Sharmout, Rahman al-Islam. Cet enfant, il est en tôle aujourd'hui, en prison. Et c'est le père qui est fautif. On ne sait pas de qui il s'agit, donc c'est le père qui est fautif. Il n'y a pas fautif. 1 an de prison ferme. Bon. Et pourquoi 1 an et demi, pardon. Vous savez pourquoi il a été mis en prison? Le smartphone. Il a fait avec son smartphone des choses. Je ne peux même pas dire ce qu'il a fait. 1 an et demi de prison. Le smartphone. Je ne crois pas que c'est une addiction chez moi, c'est vous que c'est une addiction. Mais ça a commencé avec le père. Alors la mère m'appelle, le garçon il a pris le flacon de sa petite soeur de parfum, il les a cassés. Qu'est-ce qu'on fait?
On fait un pays de Dreyfus, on se tait, hein? Vas-y, hein? Vas-y. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous donner une réponse, mais cette réponse, elle a un sens. Seulement, il faut s'en servir à deux conditions. Il faut s'en servir exceptionnellement, rarement. Deuxièmement, il y a une condition. Il faut que dans la maison, les enfants ressentent que les parents les aiment. Il faut que les enfants entendent que les parents les aiment. Lorsque les enfants ressentent qu'ils sont aimés par leurs parents, qu'ils entendent les mots « mon fils, je t'aime »,« ma fille, je t'aime ». Chez nous, vous savez, chez nous, il y a comme ça, une tsnéout, hein? On ne dit pas ça à nos enfants, hein? Arrêtez, hein? C'est la tsnéout, c'est la tsnéout. C'est une mitzvah de la Torah de dire à ses enfants qu'on les aime. Faut le dire. Il y a un papa en Amérique, il y a un cours, le Rav dit comme ça, et aux parents, il faut dire aux enfants qu'on les aime. Le papa, il rentre à la maison, il appelle son fils. Il lui parle. C'est l'enfant, à 8 ans, 9 ans, je ne sais pas. Il sort de la chambre de son père, il va vers sa mère. Mamie, daddy's dying. Maman, je crois que papa est en train de mourir. What's going on? What happened? What's going on? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Mais papa, il a dit qu'il m'aimait. Il va mourir. Il faut dire à nos enfants qu'on les aime. Il faut les cajoler, mesdames. Vous laissez à côté d'eux, les caresser, les embrasser, les coucher, laissez à côté de lui. Leur sentir qu'on les aime. Lorsqu'un adolescent ressent qu'il est aimé, il ne veut pas faire du mal à ses parents. Il ne veut pas les faire souffrir. Il ne veut pas les faire souffrir. Lorsque il y a un cas grave, j'ai dit à ce moment, madame, lorsque l'enfant va se calmer, il va aller s'endormir, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rentrer dans votre chambre à coucher, vous allez commencer à pleurer devant votre coussin. Pourquoi attendre ce moment-là? Votre enfant a le droit de voir qu'il vous fait souffrir. Pleurez devant lui. C'est pas des larmes de comédie. C'est pas de la crocodile, c'est la vérité. Il vous fait mal. Un enfant ne veut pas faire souffrir ses parents. Mais à deux conditions, encore une fois. Que l'enfant ressente, qu'il entende que vous l'aimez. Et que cette arme soit rarement utilisée. Ça, c'est dans les cas graves. C'est d'autres questions en Bishmuel. Ah oui, il faut des questions. Allez-y si vous avez des questions. Profitez, le Rav il est là, après vous dites moi je n'ai pas posé. Allez-y. On peut proposer. Ce que vous proposez comme solution, c'est si en théorie c'est vrai, si c'est vrai, la facilité, c'est extraordinaire, c'est très facile. En général, quand tu fais une remarque, ils se sentent obligés de la faire. Alors, peut-être, je ne sais pas, de toute façon c'est du mal, peut-être, Mara dit ce mode de Hayamin Nekane, qui donne le droit au père, dans ce genre de situation un peu délicate, même de faire une remarque. Mais la réponse à cela, ça doit être Yamin Nekane. Chazak. Waouh, magnifique. Extraordinaire. Chazak ou c'est ça pour vous appeler. Alors je vais expliquer ce que Vodara pour vous appeler. Abbé Manuel, il a dit. Il y a une mitzvah de la Torah qui s'appelle mitzvah Tochacha. Tochacha. Ochiach, tochiach, tamitecha. Ah, Dreyfus, c'est une mitzvah comme ça. Moi, je vais là.
Hein? Faire shiur chazoni, vous savez, la grosse quantité. Je vais, mitzvah comme ça, kol amarber ezim shuvach, je vais y aller. C'est Toracha, seulement. La suite du verset, Ochiach toreret mitara, l'otissala. Si tu fais mal à Toracha, tu as mangé un morceau de porc, un lave. La Gemara nous dit, Taméani, je serais étonné s'il y a quelqu'un qui sait dire une Toracha, Taméani, s'il y a quelqu'un qui sait entendre une Toracha. Parce que tu as savoir, Rouven, il a fait, que je vous d'acter qui m'a dit qu'il pour ça, il a fait, c'était même pas une vraie faute, il a fait tchouba dessus, il a été chez Tanito, Yaakov Avinu, qu'est-ce qui lui, toute sa vie, il n'a jamais fait la moindre réflexion. Le dernier jour de sa vie, rappelez-moi qu'est-ce qu'il dit Rashi, vous rappelez Rashi dans Dvarim, Yaakov, Rouven, Beni, Lama, Lo Charticha, Kol Hayamim. Mon fils Rouven, pourquoi je t'ai jamais critiqué? Rashi nous dit, parce que si je t'avais critiqué, hein? Qui c'est qui critique Yaakov Avinu, hein? Et qui c'est Rouven? Tu m'aurais quitté, ou tu serais allé? Voici les miseros. Hein? Tu serais allé chez Esav Achi. Et pas que tu serais allé chez Esav Achi, et t'es nidbak ou Esav Achi. Tu aurais collé à Al Capone. Rouven, hein? Bon, il a quand même fait une remarque à Shimon et Lévi. Chazak. Il a fait la remarque. C'est une bonne question. Extraordinaire. C'est une bonne question, c'est une réponse à ça. Une réponse à ça, je vais prendre Rouven. Ça sera après minuit. Là. Pour les couches là. Il y a encore tout un programme. Mais je voudrais finir de répondre à la question de Rabbi Emmanuel. Alors la méthode, lorsqu'il y a quelque chose qu'on doit critiquer. Ce que Rabbi Emmanuel Zachalatov, il a dit, dans le petit contre le jaune, il y a une méthode. Une méthode que nos sages nous ont dévoilée. Cette méthode, elle est basée sur de l'amour, que l'enfant ressent de colère. Avant de donner l'expliquer, je vous posais une question. On est entre personnes intelligentes. Ayons la franchise de reconnaître que si, nous en tant que parents, un enfant nous a manqué de respect, si nous intervenons dans la minute qui suit l'effronterie de l'enfant, et on a franchi de reconnaître qu'il y aura 99% de vengeance de notre ego qui a été blessé, et peut-être 1% de messages éducatifs. On est d'accord? Si c'est un quart d'heure après, on dit qu'il y aura 80% de vengeance, 20% d'éducation. Une heure après, alors, arrêtons de prétendre éduquer lorsqu'en fait on est en train de se venger de notre amour-propre qui a été blessé. Est-ce que je suis clair? Est-ce que les choses sont claires? Arrêtez de prétendre éduquer alors qu'en fait vous êtes en train de détruire vos enfants. Parce qu'ils voient, ils comprennent très bien que c'est de la vengeance, c'est pas l'éducation. Si vraiment, nous en tant que parents, on veut faire passer un message, il faut que l'enfant ressente que le vecteur, ce qui lui pousse à faire cette hara, cette critique, c'est de l'amour. Pour ça, il faut être capable, dans la même phrase, et l'olam, il n'y a pas d'exception. Dans la même phrase, il faut la critique, et dans la même phrase, le compliment. Si vous n'êtes pas capable de faire des compliments dans la même phrase, vous n'avez pas le droit de faire la critique. Ils sont nimdayek. Les djerbiens font du dioun dans la Gemara. Ils font nimdayek, qu'est-ce qu'il y a marqué? Lorsqu'il s'agit de la critique, on parle de la main gauche. Lorsqu'il s'agit du kirou, le compliment, c'est la main droite. Il faut encore plus de kirou, de compliments que de critiques. L'olam. L'olam tesmon de
Sans ça, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Razak ou Rabbi Emmanuel. Ah. Donc il faut faire la critique. Lorsque vraiment c'est nécessaire. Et encore une fois, la plupart du temps, ça ne sert à rien. Il y a des fois, il faut parfois intervenir. Il est comme ça, il faut intervenir. C'est vrai, une conjugale, c'est vrai dans tous les domaines. La seule méthode, c'est la méthode que la Ménoïde a dit, c'est la Gemara. Mais c'est une méthode difficile, ça demande du calme, jamais à chaud, jamais à froid. Ça demande de savoir développer des compliments, voir les qualités de l'autre, réapprendre à aimer. Et encore une fois, c'est quelque chose qui l'efficacité est limitée. On ne peut pas intervenir trop. Plus on intervenit et réfléchir, est-ce qu'il est capable de le faire ou pas? À quoi ça sert? Qu'est-ce que je cherche? L'éducation, encore une fois, c'est avant tout un exemple personnel. Maintenant, avait une question. Oui, enfin, c'était juste une petite question. On envoie, enfin, on va dire l'enfant, un adolescent, il a été chez le coiffeur, il voulait y aller. Maintenant, il revient avec une coupe qui ne plaît pas et je sais qu'elle ne passera pas à l'école où il va. J'aurais laissé, plus ou moins, parce que je vous ai déjà entendu, donc j'aurais laissé. Mais quand il va à l'école, forcément, j'ai un coup de téléphone, parce qu'ils ne vous ont pas écouté et ils connaissent qu'ils n'ont pas écouté votre cours. Je ne peux pas l'accepter comme ça. Il faut qu'il rentre à la maison et qu'il passe à la tondeuse. Évidemment, je suis obligée d'écouter le directeur si je ne veux pas que mon fils se fasse envoyer de l'école. Il a quel âge, l'enfant? 15 ans et demi. Alors, il a 15 ans, il doit être les responsables de ses actes. Ça ne sert à rien. À quoi ça sert à quoi ça sert de vouloir l'enfant doit se responsabiliser. Vous avez fini votre mission d'éducation directe à 12-13 ans. Parfois 11 ans, parfois 10 ans. L'enfant, il doit endosser la responsabilité. À quoi ça sert? Il va se retrouver à l'école, il va se faire vider, il sera vidé. Il va rentrer à la maison en pleurant. Vous allez pleurer avec lui. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Mais à quoi ça sert? Vous ne pouvez pas le forcer. À quoi ça sert? Il va le faire, il va de toute façon, voilà, ça s'est passé, il a coupé ses cheveux, mais il en veut, je ne pense pas qu'il, enfin, peu importe à qui il en veut, mais il en veut bien à quelqu'un en tous les cas, parce qu'il a été obligé de faire quelque chose qu'il ne voulait pas faire. Oui, mais vous prenez dans vos bras, je te comprends mon fils. C'est pas vous, laissez l'école gérer. Il sait très bien qu'il a affaire avec l'école. C'est comme les devoirs. Arrêtez d'être des mères poules, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'être derrière lui tout le temps? Qu'il se responsabilise. Il va avoir une bonne note, maintenant il va rater ses examens, il va faire ses examens. Ça sert à rien, c'est chaque fois des batailles, des bagarres. Je prends un autre exemple. Il faut pas le forcer à faire ce cours avec son prof, c'est ça. Il faut les responsabiliser. Ça sert à, vous gagnez une bataille, vous perdez la guerre. Laissez-le, apprenez à vos enfants d'être aux adultes, à responsabiliser. Alors, il n'y a pas de. Je peux pas. J'ai pas dit à 7 ans, 8 ans. Mais l'adolescence, la préadolescence, un enfant sait très bien qu'il va subir un examen à l'école. Il le sait. Pourquoi en rajouter encore? Réfléchissez à quoi ça sert. Je prends un autre exemple. Je vais donner une instruction du style de l'ordre parce que à Paris, ça n'arrive jamais. On m'a dit qu'en dehors de Paris, c'est pas arrivé. Les adolescents, à 15 ans, 16 ans, 17 ans, ils ne se lèvent pas pour la tefila. On est d'accord? Ils ne se lèvent pas pour la tefila. Shabbat matin, chaque Shabbat, Qu'est-ce qu'on fait? Il y en a, ils prennent les titites, ils le chatouillent. Ça, c'est gentil. Ils versent de l'eau, ils tirent la couverture. Et, j'allais dire, coups et blessures. Bon. Le Stapler, Zechet Tzaddik V'Kadosh Livracha Sigato son Yortzeit. Chez nous, les Ashkenazim, on dit c'est la Askara. Il a dit, un papa, son obligation, c'est de réveiller une fois son fils avant la fin du Zohar Miklat Shema. Après, ça lui dirait, à lui dirait, il est responsable de ses actes, il est bar mitzvah. Quoi ça sert de faire la Y? Vous allez, vous cherchez le long terme. Il ne va pas se lever. Mais ce qu'il y a, si pour une fois, il ne s'est pas levé à 1h l'après-midi, mais à midi et demi, Chazak, un tzaddik. Pas lui dire, tu vois, quand tu veux, tu peux. Ouais. Mais tu vas, t'es un tzaddik, extraordinaire, magnifique.
savoir l'encourager. Donnez, on appelle en anglais du crédit à vos enfants. Faites-leur confiance. Ils ont droit à votre confiance. Arrêtez de stresser. Avec qui parle, avec qui. Et avant tout, un exemple. Je vais terminer cette première partie de ce cours. Et la deuxième partie, c'est pour les femmes. Les maris, vous allez passer au buffet. Et je resterai avec les femmes parce que j'ai certaines choses à leur dire. Je vais dire avec une histoire parce que je pense qu'elle est très importante. Si le message n'est pas assez clair, il va être encore plus. Il y a un bébé. Il est né dans une clinique en Israël. Un beau bébé, mignon, joufflu, 3,2 kg. Il braille, il pleure. Mais l'infirmière le nettoie, le pèse. Et elle remarque, c'est bizarre, hein? Les poings du bébé sont fermés, comme s'il tenait quelque chose dans ses poings. Essaie de les ouvrir. Il n'y arrive pas. Mais un peu d'eau le caresse. Il n'arrive pas. Et puis le médecin, regardez, docteur. Le bébé, il tient, c'est très fort. Le médecin, il essaie avec la douceur de la force. Il n'y arrive pas. Oh, bébé rentre en service, il faut des photos, des radios, des examens. Au bout de 3 jours, le bébé, il est en bonne santé, bon, il sort. Bon. Les parents sont inquiets. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut voir un neurologue, un orthopède, un pédiatre. Rien. 1 semaine, 2 semaines. Voir la médecine vietnamienne, la chinoise. C'est des choses qui marchent très, très, très bien. La chinoise, la vietnamienne, pour ceux qui les vendent. Ça rapporte gros, mais pas pour ceux qui les subissent. Bon. Au bout d'un mois, les parents, ils entendent qu'il y a un tzaddik, en dessus du pays, qui donne des conseils. Pas qu'il est dans les clousottes et les mouzottes, ça c'est des ch'touillottes. C'est un petit chou, je sais pas. Et un tzaddik, il donne des conseils, il donne une bracha. Et bon, c'est le tzaddik, avec le bébé, ils arrivent là-bas, 1 heure d'attente, il fait chaud, la vieille maison. Bon. Enfin, le rabbin les reçoit. Voilà, ils ont le bébé, ouais, un beau bébé, mignon. Mais quand le rabbin, on est inquiet. Depuis la naissance, il a les poings fermés comme ça, il les ouvre pas. Le rabbin, il réfléchit. Puis il demande aux parents, monsieur, c'est quoi votre gagne-pain, votre travail? Qu'est-ce que vous faites? Il répond. Il demande à madame, c'est... Vous, qu'est-ce que vous faites comme travail? Parfois le mari ne travaille pas, c'est la femme. Vous, qu'est-ce que vous faites? Elle ne répond pas. Eh monsieur, oui, vous travaillez? Oui, mais qu'est-ce que vous faites? Il ne répond pas. Madame, à la fin, madame dit, écoutez, votre arabe, elle est un peu gênée, elle a honte, je suis klepto-woman. Klepto-woman, je pickpocket. Fais les poches. Et vous, monsieur? Là aussi, il rougit, blêmit. Et à la fin, il dit, moi aussi, je suis pickpocket, kleptomène. Et c'est comme ça qu'on s'est connus dans le métro. Je lui ai fait ses poches, elle a fait les miennes. Et on s'est mariés. Et parfois, quand à la maison, de temps en temps, on se fait les poches. Le rab, il entend ça. Il sort. Il revient au bout d'1 minute avec un collier. Il met le collier sur la tête du bébé. Puis il ouvre les yeux. Tout d'un coup, il projette ses mains pour attraper le collier. Et là, il ouvre les mains. Et l'alliance et les bagues de la sage-femme tombent. Vous saurez ce que... Vous aurez vos enfants qui seront ce que vous êtes. Et si c'est clair, ça vaut à temps.